Donc la question, c'est pour cela que l'enquête du soi peut se présenter de manière très, très précise, très succincte, en posant justement la question fondamentale, qui est: la conscience est-elle limitée dans le temps ou dans l'espace? Si elle est limitée dans le temps, elle naît et elle meurt. Si elle est limitée dans l'espace, elle est limitée à ce corps, par exemple, elle est localisée. Et donc, se poser cette question, si on est encore dans l'ignorance de notre nature véritable, la réponse est oui. La conscience est localisée dans le temps et dans l'espace. Si la réponse est oui, il est légitime de se demander: comment le sais-je? Quelles en sont les preuves pour moi? Et donc de voir en chacun de nous, si nous pensons que ce qui entend ces mots en ce moment, la conscience, est limitée, qu'elle est née dans le temps, qu'elle va disparaître dans le temps, qu'elle est limitée dans l'espace, quelles en sont les preuves? Sur quoi me basais-je? Sur quoi me basais-je pour le dire? Et à l'issue de cette enquête, on découvrira qu'on n'a aucun élément de preuve. Au début de l'enquête, on croit, oui, bien des preuves, j'en ai plein les tiroirs. Mais quand on commence à ouvrir les tiroirs et à prendre les éléments de preuve, un par un, et à les examiner rationnellement, on se rend compte qu'il n'y en a pas un qui tient la route. Et à la fin, on est, au fond, dans un état d'ouverture où on ne sait pas, on ne sait plus, je ne sais plus. Avant, je croyais savoir, maintenant, comme Socrate le disait, je sais que je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus si la conscience est limitée ou illimitée. Et cela crée une ouverture en nous qui permet justement à la révélation de se faire. Tant que nous sommes attachés à la croyance que nous sommes une conscience séparée, que nous aimons cette croyance, que nous y sommes attachés, notre volonté d'attachement à cette croyance, en quelque sorte, empêche la révélation, et l'obstacle à la révélation. Ce n'est que lorsque cette croyance a été extirpée et que nous sommes dans l'ouverture que la révélation peut se faire. Je pense qu'il y a certaines choses, le fait que la conscience ne soit pas séparée est une chose qui en moi est acceptable. Ça peut être une réalisation qui est principalement intellectuelle, mais c'est acceptable. Mais cette limitation, cette absence de limitation dans le temps est pour moi quelque chose de très difficile à concevoir, parce que même si c'est vrai, j'ai cette perception d'un je, d'un moi, qui est attaché dans ma représentation, et je ne comprends pas la perpétuation de cette conscience, et en même temps, ce je disparaît à un moment donné. La mort, c'est la disparition de ce je, de ce moi. Et pour moi, là, il y a quelque chose d'irréconciliable. Oui, justement. En fait, vous dites d'une part, je ne vois pas d'objection à la possibilité que la conscience ne soit pas conditionnée par le temps, qu'elle ne soit pas locale, qu'elle ne soit pas localisée, n'est-ce pas? Par contre, il me semble impossible qu'elle ne soit pas localisée dans le temps, qu'elle ne soit pas dépendante du temps, conditionnée par le temps. Il y a un attachement que je traduis par ce besoin d'une identité de ce moi. Oui.
Mais regardez. Évidemment, si la conscience est vue comme étant attachée au corps, à ce moment-là, cela implique qu'elle est locale, n'est-ce pas? Et cela implique que, comme le corps a un début et une fin, c'est que la conscience qui est attachée, qui en est dépendante, a elle aussi un début et une fin en même temps que le corps auquel elle est attachée a un début et une fin. Maintenant, si la conscience, comme vous le dites dans la première partie de votre question, si la conscience n'est pas locale, qu'elle n'est pas localisée, ça veut dire qu'elle n'est plus attachée à un corps particulier, mais qu'elle est attachée à l'univers. Donc, elle n'est plus dépendante de l'existence d'un corps particulier. Donc elle n'est plus dépendante du temps, de la même manière que l'univers n'est pas dépendant du temps. La réalité ultime de l'univers, disons, n'est pas dépendante du temps. Alors, c'est l'attachement au corps. Le point que je suis en train d'essayer de ne pas faire un point en français. Ce que je suis en train d'essayer de démontrer, c'est la chose suivante. C'est que si la conscience est effectivement non localisée dans l'espace, cela implique qu'elle ne soit pas localisée dans le temps. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre aussi. Et donc, alors que vous disiez, oui, moi je ne vois pas d'obstacle à ce qu'elle soit non localisée dans l'espace, par contre j'ai des problèmes à la voir localisée. Ouais. Oui, mais en fait, si elle n'est pas attachée à un corps particulier et qu'elle soit simplement dépendante de l'univers physique, de ce qui aborde la réalité physique ultime, à ce moment-là, elle est aussi indépendante du temps. Je peux très bien m'imaginer que ma conscience soit en fait des rayons qui soient des rayons à nous tous, et moi j'en chevauche quelques-uns, et puis en quelque sorte, il n'empêche que j'ai un attachement à une perception de mon être, et que je conçois une fin. Oui, parce que, voilà, on pourrait imaginer, comme vous le dites, que la conscience soit comme des ondes électromagnétiques, comme une émission de télé, n'est-ce pas, une émission de télé. Et le corps et le mental, c'est comme un poste de télé particulier qui reçoit l'émission. Et donc, vous voyez ce qui est émis, donc c'est la conscience, vous voyez vous-même comme le présentateur des informations du 20h, et il me semble que si le poste télé est détruit, le présentateur meurt. Ou en tout cas, le poste de télé n'a plus l'opportunité. Ça, c'est certain. Si le poste de télé est détruit, mais la destruction du poste de télé n'implique pas la destruction du présentateur. C'est ce que je veux dire. Dans cette métaphore, le présentateur, c'est la conscience. N'est-ce pas? Et le présentateur est le même qui apparaît dans tous les postes de télé, c'est-à-dire c'est la même lumière consciente qui brille chez tous les êtres. Mais le présentateur n'est pas dépendant des êtres. C'est ce qui est dit dans la Bhagavad Gita. Krishna dit les êtres ont leurs racines en moi, mais moi, conscience, je n'ai pas mes racines en eux. Donc, à ce moment-là, ce qui est important dans votre objection, c'est de voir, mais que suis-je là-dedans? Est-ce que je suis le corps mental, le poste de télé, ou est-ce que je suis la conscience? Et en se posant sérieusement cette question, on se rend compte, comme on l'a vu tout à l'heure, que je suis plutôt la conscience que le corps mental. Vous pouvez
Vous rappelez le principe de choix que j'avais suggéré. Si on vous donnait le choix, être conscient pour avoir le corps, n'est-ce pas? Donc vraiment, et la réponse que nous donnons à cette question révèle ce que nous sommes profondément. Nous sommes profondément la conscience avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc nous sommes la vie qui traverse, la vie, la conscience qui traverse le corps mental. Nous ne sommes pas le corps mental qui apparaît dans la conscience. Nous sommes aussi le corps mental qui apparaît dans la conscience, mais nous sommes davantage, bien plus, la conscience. Et alors que le corps mental, bien sûr, est localisé dans le temps et dans l'espace, qu'il est impermanent, le fait que le corps mental soit localisé dans le temps et dans l'espace, et donc qu'il soit impermanent, n'implique pas que la conscience qui le traverse le soit. Ce que je dis là ne doit pas être pris comme un dogme, c'est-à-dire il ne faut pas remplacer la croyance que la conscience est limitée par et dépendante du corps mental par la croyance opposée qu'elle en est indépendante et qu'elle n'est pas limitée. Non, ça c'est pas bon, parce qu'on remplace une croyance par une autre. Il suffit d'éliminer cette croyance en se rendant compte qu'elle n'était pas fondée sur une expérience factuelle et rester dans un je ne sais pas, dans un doute. Est-ce que cette croyance ne répond pas à une peur, à la peur de la mort? C'est par quoi remplacer ou comment évacuer cette peur? Oui, je crois que c'est Jacques Maritain qui a dit le but de la philosophie, c'est de se guérir de la peur de la mort par l'usage de la raison. C'est de se libérer de la peur de la mort par l'usage de la raison. Et ça décrit tout à fait le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Par une réflexion répétée, approfondie sur le sujet dont nous parlons ici, vous vous rendez compte que la peur de la mort va s'effacer. Au fur et à mesure que chaque fois que nous réfléchissons à cela, nous faisons un pas de plus vers la vérité. Et chaque fois, la peur de la mort s'érode en proportion, en quelque sorte. Mais ici, il est très important de ne pas remplacer la croyance que la conscience est séparée et limitée par la croyance opposée. Il faut la remplacer, il faut remettre en question la croyance qu'elle est séparée, et limitée, envisager les preuves que nous en avons, les discuter, les mettre en discuter. Justement, l'un des buts des entretiens, c'est précisément cette discussion. Présenter des arguments. Dire, ah oui, vous dites que la conscience n'est pas limitée, mais, donc il faut mettre les arguments sur la table et on en discute. Et en fin de compte, se rendre compte que ces arguments ne tiennent pas la route et ça nous laisse dans un état de non-savoir. Et cet état de non-savoir est en fait un progrès considérable. Se débarrasser du faux est déjà un pas considérable vers le vrai. Et d'une certaine manière, c'est un pas nécessaire pour la révélation du vrai. Et le fond, en l'occurrence, c'est que nous croyons avoir des preuves que la conscience était limitée.